Anne-Sophie Héroïne vit à Aix-en-Provence depuis 37 ans. Infirmière depuis 2005, elle a occupé pendant 14 ans le service gériatrie et travaille désormais auprès d'enfants en difficulté. Militante engagée, elle rejoint en 2018 le mouvement des Gilets jaunes. Elle se présente ensuite en 2020 sur la liste Aix en partage pour les élections municipales d'Aix-en-Provence. Guillaume Dalla Costa vit à Aix-en-Provence depuis 2008. Ingénieur en informatique, il est aussi très engagé dans des associations locales, d'abord en tant que militant du Front de gauche, puis de la France insoumise. Il s'est notamment présenté comme suppléant aux législatives de 2017 aux côtés de Claudie Hubert. Aujourd'hui, unis par leur volonté d'engagement pour un renouveau social, Anne-Sophie Héroïne et Guillaume Dalla Costa sont candidats de la France insoumise aux élections départementales 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Radio Zinzine, Sébastien de Radio Zinzine, on a l'honneur d'accueillir Madame Héroïne et Monsieur Dalla Costa, tous deux candidats de la France insoumise et de la Fédération populaire. Tout d'abord, sur le canton d'Aix-en-Provence. Merci Sébastien. Tout d'abord, on vient d'entendre votre biographie. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, peut-être pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas ? Et les auditeurs et les auditrices. Exactement. Donc moi, je voudrais préciser que c'est bien ce qu'on a dit, Fédération populaire, c'est-à-dire que je suis là en tant que candidate citoyenne non encartée. Et je voudrais préciser que je vis depuis plus de 20 ans sur le Jas de Bouffan et que depuis l'année dernière, je suis engagée dans la bataille contre la Logirem pour la remise à jour de nos logements. Logirem, l'office HLM. Tout à fait, où je vis. Voilà. Oui, moi, pour compléter peut-être sur mon poste d'ingénieur informatique, il m'amène à faire beaucoup de déplacements. C'est une vraie problématique dans le canton. On va en parler, j'en suis sûr. Et voilà. Maintenant, c'est parti, on y va tous. En quelques mots, pourquoi vous vous présentez cette fois-ci sur le canton d'Aix 2 pour cette départementale ? Qu'est-ce qui vous a motivé, l'un et l'autre ? Alors moi, ce qui m'a motivée, il y a plusieurs raisons. C'est mon métier, que j'adore, qui est infirmière. J'ai été infirmière en gériatrie pendant 14 ans. Aujourd'hui, je suis infirmière dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Je m'occupe d'enfants avec des handicaps, non pas physiques, mais voilà, avec des handicaps. Je suis confrontée régulièrement à la problématique que représente la prise en charge par l'ASE, et donc le département, les MDS, etc., de ces enfants. Et on s'aperçoit de la grande dégradation de nos services publics à ce niveau-là. Et puis la gériatrie que je connais très bien, depuis 14 ans, les grilles Agir, les allocations APA, etc., sont des sujets que je connais, que je maîtrise. Et le fait sur le canton 2, parce que c'est le canton où je vis et qui me tient à cœur, même s'il est très vaste. Moi, je suis militant de la France insoumise, donc à la base, on défend quand même un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Et on a à cœur de le décliner, quelle que soit l'élection. Donc là, l'opportunité, entre guillemets, nous a été amenée de nous présenter, de manière en plus, aux côtés d'Anne-Sophie, qui est non encartée. C'est, pour mon historique personnel, en tant que non encartée au sein du Front de gauche, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et c'est là-dessus qu'on est parti et qu'on a bâti un programme pour le département de 150 mesures, qu'on a en plus précisé sur le canton spécifiquement en 25 points. Donc voilà, c'est un vrai travail politique. On a des vraies mesures, un vrai programme à porter et on le fait. Et justement, ce programme, quels en sont les principaux points que vous défendez, qui vous tiennent à cœur pour notre département ? Toi, moi. À toi. Allez, on est parti sur ce rythme-là. Alors, moi, j'adhère au programme de la France insoumise, même si, puisque je me présente à leur côté, même si je ne suis pas dans leur mouvement. Il y a les 3 axes, l'implication citoyenne, le bouclier social, la bifurcation écologique. La bifurcation écologique, moi, je l'ai prise il y a 2 ans quand j'ai
je suis devenue gilet jaune et où on s'est rendu compte en discutant de l'importance de changer notre mode de consommation et notre mode de vie. Le bouclier social, parce qu'en tant qu'infirmière, je me rends compte chaque jour dans ma vie professionnelle de l'importance des allocations, du RSA, etc. Et l'implication citoyenne, pour moi, gilet jaune, elle est plus que primordiale. Je suis à 200% pour un RIC révocatoire. J'entends par là que lorsque je signe un CDD, qu'il soit d'1 an ou de 6 ans, mon employeur a droit de regard sur ma fiche de poste et sur mes résultats. À quel moment, moi, citoyenne, je, entre guillemets, signe un CDD à un homme politique pour gouverner notre pays, notre région, notre département, je n'ai plus de droit de regard pendant tout le temps du mandat. Et même à la fin. Ni même à la fin. Ni même à la fin, on est bien d'accord. Je trouve que ce n'est plus possible. Nous devons avoir des moyens d'action et de pression sur les personnes qui prennent des mandats. Et je ne trouve pas normal non plus que lorsque l'on s'engage dans un mandat, on aille en chercher d'autres. Je suis pour le mandat unique. Voilà. Bon, il y a déjà de belles choses qui ont été dites. Moi, ce qui motive le plus dans cette élection et dans ce qu'on va porter, c'est le fait de voir de la manière similaire à ce qu'on a dans l'avenir en commun, c'est de pouvoir travailler différents sujets ensemble. Quand on parle de mobilité, on parle de tous les sujets qui y sont afférents, du stress, de l'organisation locale, de la pollution, donc c'est des questions de santé, c'est des questions d'organisation de la société. Et donc c'est des questions aussi écologiques. Donc tous ces aspects-là, toutes les diverses compétences du département permettent de les adresser. Donc là, on peut le prendre sur ce sujet-là. Un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est sur le service public vétérinaire qu'on entend mettre en place. C'est un moyen à la fois d'aider les personnes qui sont en précarité. Et un animal, à la base, c'est pas juste un animal, c'est pas un meuble qu'on a dans un coin, c'est un compagnon de vie. Quand on a un chat, quand on a un chien, on a une relation qui est quand même particulière. Et le fait d'être en précarité ou d'être en situation de handicap ou trop âgé pour pouvoir se déplacer, voire même se retrouver en EHPAD et ne pas pouvoir tout simplement assumer ce rôle de compagnon de vie pour le coup de notre animal et subvenir aux soins qui sont nécessaires. Voilà, c'est une mesure, ce service public, qui illustre bien qu'à travers le département, on peut adresser des problématiques à la fois de mobilité, d'aide aux personnes en précarité, d'aide aux personnes âgées, etc. etc. Donc voilà, on va prendre un exemple, parce qu'après on va parler d'autres choses. Votre programme est très ambitieux, 150 mesures. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que les promesses vont être tenues? Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Alors, c'est 150 mesures au niveau du département. Oui. C'est 25 mesures au niveau de notre canton. Oui. Trop ambitieux, je pense pas. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Il va falloir se battre, c'est sûr. Mais je pense pas que on a 6 ans. C'est pas trop ambitieux en 6 ans. Ce qu'il faut voir, en plus de c'est très important de dire que c'était sur 6 ans, c'est que, comme tu l'as annoncé, mis en introduction, le cœur du programme part sur une nouvelle base démocratique. On veut redonner de l'implication citoyenne, travailler avec les citoyens. Comment ? Par la mise en place, par exemple, d'agora de canton, sur lesquels on aura à échanger très régulièrement avec eux, sur la base d'une assemblée citoyenne au niveau départemental. Nous, l'idée, c'est de reprendre le Conseil de Provence, qui pour l'instant ne sert pas forcément à grand-chose, Madame Vassal, et de lui donner finalement une vraie importance, où on aura un certain nombre de citoyens qui seront tirés au sort, des acteurs de la vie
la vie associative, de la vie syndicale et du monde de l'entreprise. Tout ce bouillon qui fait que la vie se passe. On veut aussi avoir cette assemblée-là qui pourra nous interroger, nous amener une co-construction des politiques publiques. Et tous ces aspects-là assoiront une base démocratique qui fera que les engagements seront co-construits. Donc, les financements seront co-construits. Entre guillemets, les engagements financiers, c'est aussi un engagement démocratique qui sera demandé par la population. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point sur les finances qui est le fait de passer par de la régie. On veut mettre un terme, un véritable point d'arrêt sur tous les sujets sur lesquels c'est possible, à ce qui est de l'externalisation vers le privé. On veut reprendre en régie publique pour pouvoir contrôler effectivement à la fois les dépenses, déjà un premier sujet, mais aussi l'effectivité de ce qui se passe. Ensuite, il y a une réorientation des priorités budgétaires. Typiquement, une des mesures qu'on a dans le programme est un moratoire sur la chasse sur tout le domaine public départemental. Le parc de l'Arbois, qu'on a par exemple sur notre canton, est directement concerné. L'idée, c'est, comme on n'a plus de chasse, on n'a plus besoin d'envoyer de subventions aux associations de chasseurs. On récupère des budgets de ce fait. Et ça, on peut le décliner sur différents sujets. Donc, en réorientant ces priorités budgétaires. Enfin, la dispersion des aides que le département peut se boudrer, c'est effectivement un élément, le département, qui est en co-construction permanente des politiques avec les communes, la métropole, la région et même l'État. Pour prendre le grand port de Marseille-Méditerranée, par exemple. Sur les aides aux communes, en général, c'est à la demande par rapport au dossier, etc. Nous, on veut engager des axes spécifiques. On veut avoir une stratégie avec des conditionnalités basées sur, je le disais, le bouclier social, l'urgence écologique. Tout ça, ça va nous amener finalement à devoir dire non, ça, par exemple, vous ne respectez pas les critères de la loi SRU, eh ben, les aides que vous pourriez avoir sur d'autres sujets, puisque vous considérez que vous n'avez pas d'engagement à tenir, ben, faites sans le département. Le département aidera cette autre commune qui, elle, a décidé de respecter la loi SRU. La loi SRU, rappelons-le, pour avoir des logements sociaux. Voire très sociaux. Parce que c'est quelque chose qui manque cruellement sur la ville d'Aix. Si on veut tendre je dis bien tendre, hein, je ne dis pas qu'on peut y arriver à 100%, au zéro sans-abri, non seulement il manque un vrai foyer d'accueil d'urgence des sans-abri à Aix, mais il manque aussi énormément de logements très sociaux, pas seulement de logements sociaux. Et sur le quartier du Jas de Bouffan, précisément, qu'est-ce que vous avez en tête concernant, on sait que c'est un quartier prioritaire, qu'est-ce que vous avez en tête concernant ces logements sociaux ? Déjà, demander aux bailleurs de remplir leurs obligations, ça serait une première chose. Hein. La France, je vais vous donner un exemple tout simple. La France insoumise milite notamment, et les Gilets jaunes sont totalement d'accord avec ça, pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Ce qui, pour moi, est tout à fait normal. À partir du moment où on n'excède pas un certain nombre de mètres cubes d'eau, l'eau étant un bien commun, c'est normal qu'elle soit gratuite. Au-delà de ça, vous avez des bailleurs sociaux qui aujourd'hui n'ont toujours pas remis aux normes les robinetteries de leurs appartements. Et on se retrouve avec des robinets comme avant qu'il faut régler, mais où on perd entre le moment où on arrive à la bonne température et le moment où on peut se doucher, 2 seaux d'eau. Donc si vous n'avez pas l'esprit de récupérer ces 2 seaux d'eau pour les utiliser à autre chose, eh ben c'est autant d'eau qui repartent dans la nature et qui sont perdues. Alors que la mise en place de mitigeurs serait une réelle économie et pour le bailleur et pour les locataires. Question gênante pour ce qu'il en est. Il y a d'autres binômes sur le même canton d'Aix-2 qui sont à peu près sur les mêmes priorités, écologie, solidarité, notamment le binôme d'une personne qui était sur la liste d'Aix en partage pour les municipales. Et je crois que vous y étiez vous aussi. Je parle de Eva Tala notamment.
pour nous demandions, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'un point de vue programmatique, même si nous savons effectivement que vous pouvez être proche sur de nombreux points, puisque vous avez été sur les mêmes listes au municipal. Tout à fait. Et il y a beaucoup de points sur nos programmes qui se rejoignent. La seule différence, c'est que ils ont choisi de se rallier à Europe Écologie Les Verts sans chercher à continuer l'alliance avec les collectifs citoyens et la France Insoumise. Lorsque le choix leur a été posé, ils ont choisi Europe Écologie Les Verts et ils ont exclu la France Insoumise et les collectifs citoyens. Il était normal qu'à un moment donné, il y ait une réponse. Et je pense que le fait de notre candidature est juste de répondre à l'exclusion qui a été prononcée pour ce qui a été dit comme étant l'extrême gauche. Voilà. C'est vrai qu'en entendant l'Union de la gauche, parfois on a l'impression que ça a été votre choix de ne pas faire partie de l'Union de la gauche. Est-ce que vous confirmez cela ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une exclusion ? Alors, disons que les partenaires initialement, on était tous au sein, pour ceux qui nous regardent, ça date des régionales, il y avait un cadre équivalent à Aix-en-Partage dans l'esprit qui s'appelait Il est temps, où on avait l'ensemble des forces de gauche, et on avait même des dissidents d'Europe Écologie Les Verts qui participaient à la construction d'un programme, pour le coup, et d'une vraie union de la gauche au sens large. Mais Europe Écologie Les Verts, au niveau national, avait une autre stratégie qui était l'alliance avec le pôle écologiste, donc des partis écologistes, on va dire classés centre ou centre droit. Donc voilà. Donc, ce qui est assez cohérent finalement, c'est que ce pôle écologiste-là ne voulait pas de la France insoumise, puisque trop à gauche pour eux. Finalement, c'est assez logique. Simplement, à un moment donné, il y a eu une demande qui a été faite de clarification. Europe Écologie Les Verts a fait cette clarification par l'intermédiaire de sa négociatrice nationale. Donc c'est Europe Écologie Les Verts au niveau national qui a acté que la France insoumise ne devait pas faire partie d'une quelconque alliance sur les régionales. Et du coup, ça a été la déclinaison départementale. Et les autres partis, que sont le Parti socialiste, le Parti communiste et d'autres, ont de fait acté. Ils n'ont rien répondu à cette histoire-là. Ils n'ont pas essayé de reconstruire quoi que ce soit derrière. Non, ils ont acté ça. Donc, une fois que ça s'était acté au niveau régional, au niveau départemental, il y avait des départements sur lesquels se passaient des choses, donc, notamment les 5 autres départements de la région, où il y a des unions qui sont larges. Mais sur les Bouches-du-Rhône, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y avait une stratégie d'invisibilisation qui était en place. C'est le département sur lequel Jean-Luc Mélenchon est élu. Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle. Il n'échappera à personne que la situation sur la présidentielle à gauche, c'est l'union qui est appelée par les uns et sur quelle base ? Nous, à chaque fois, on revient sur le programme. On se présente avec 150 mesures, malgré le fait que ces départementales ont été parties, dans le cadre Il est temps, pour partir en union. Donc on a dû construire un programme aussi. Il nous faut conclure. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des abstentionnistes, parce que le taux risque d'être record, comme malheureusement aux dernières élections. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux abstentionnistes pour les convaincre ? Ce que je voudrais dire, alors, c'est à l'heure actuelle, on n'a pas de révocatoire, on n'a pas de moyen de pression. Le seul moyen qui nous reste et que l'on ait, c'est d'aller voter. Si vous voulez vous exprimer, si vous voulez avoir la possibilité de choisir ce qui va advenir parce que c'est local, de votre département dans les années qui viennent, de votre région, allez voter, je vous en prie. Votez ce que vous voulez, blanc, nul, la liste que vous voulez. Mais allez voter, c'est important, c'est un acte citoyen, c'est le premier et le plus important des actes citoyens. Et pour ma part, moi je vais
appuyer dans un sens, mais en invitant quand même les gens à voter pour nous. Comme ça a été dit en introduction, on propose quand même quelque chose qui ne devrait pas se retrouver sur les programmes des autres candidats. Cette démocratie, cette implication citoyenne, ces agoras de canton, cette assemblée citoyenne qu'on veut mettre en place, c'est de véritable co-construction. C'est-à-dire que c'est pas juste on va être élu et c'est terminé, comptez sur nous pour appliquer un maximum de mesures en négociation avec les uns et les autres qui seront élus. Non, on veut mettre en place de nouveaux outils démocratiques qui feront que demain, quand une enquête publique sera menée, tout le monde sera mis au courant. Par exemple, en retravaillant le magazine Accent de Provence. Pour l'instant, c'est de la pub pour les élus. Bon, demain, peut-être que ce sera un outil utile à la démocratie. On a les agoras de canton, etc., qu'on a mis en place. Et je vais vous dire, même au bout du bout, moi, je suis un insoumis. Si vous voulez compter sur quelqu'un pour faire en sorte que ça s'applique, j'ai un gilet jaune avec moi. Merci beaucoup, Monsieur Dalla Costa. Merci, Madame Erwin. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel entretien avec 2 nouveaux candidats en compagnie de Sébastien de Radio Zinzine. À bientôt sur Anonymal TV et Radio Zinzine. Merci. Merci.